Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce dernier lundi de l'INA de la saison. Nous nous retrouvons en effet après celui-ci à la rentrée. Ça sera le 25 septembre prochain avec un numéro sur l'intelligence artificielle. Mais pour l'heure, nous célébrons un anniversaire, un mythe, un symbole de la culture populaire et désormais du patrimoine, comme on va nous l'expliquer. Alors la carrière de Johnny Hallyday, comme vous l'imaginez aisément, a été très très suivie par la télévision, de ses débuts jusqu'à son décès. Pour nous remettre quelques moments en mémoire, on vous a préparé, vous le verrez, un petit clip introductif, puisque les archives de la télévision et jusqu'au dépôt légal encore qui enregistre ce qui est diffusé tout récemment, nous permet de suivre donc, cette mémoire-là. Mais ensuite, Gabriel Segré, qui est ici à ma droite, notre invité, l'invité de notre carte blanche aujourd'hui, va vous proposer un petit pas de côté, un petit pas assez réflexif sur cette mémoire, sur cette culture. Gabriel Segré est enseignant-chercheur à l'université Paris-Nanterre. Il est rattaché au laboratoire Sophia Paul. Il travaille depuis de longues années déjà sur les cultures fans. Il a publié notamment Les fans, une approche sociologique aux presses universitaires Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, ainsi qu'un livre intitulé Fan 2, sociologie des nouveaux cultes contemporains. Et donc, vous comprenez aisément pourquoi nous lui avons proposé de faire cette analyse du mythe Johnny Hallyday ce soir. Donc, à partir des archives, et notamment des archives qui gardent la trace de ces communautés de fans, Gabriel Segré va interroger la construction de cette postérité assez inédite, assez exceptionnelle dans le paysage de la culture pop française. Examiner donc un processus qui s'est enclenché dès la disparition de la star, qui nous expliquera être une lutte contre l'oubli, ce qui paraît un peu peut-être contre-intuitif, mais on en parlera. On va donc s'interroger sur les acteurs, les mécanismes qui se sont enclenchés au moment de cette disparition pour faire vivre en fait la mémoire de Johnny Hallyday. Après son intervention, nous vous donnerons la parole pour lui poser des questions, bien entendu, comme d'habitude. Nous allons donc commencer tout de suite par le clip introductif, puis ensuite les montages d'archives que Gabriel Segré a préparés et va vous commenter. Comme chaque fois, je remercie énormément les équipes de l'INA qui ont contribué à monter cet événement, les documentalistes, Lara Bochereau et Maxime Guébet. Pour les aspects techniques, Jean-Michel Briard et Pascal Flard ici présents. Pour la photographie, ce sera Didier Allard. Catherine Gonard a assuré la coordination de cet événement et Élodie Roblin l'accueil. Et je remercie également très chaleureusement notre partenaire, l'Université Paris-Lumière, qui nous soutient dans l'organisation de cet événement et qui nous soutient d'ailleurs de longue date et qui est toujours très, très présente dans la promotion de ses chercheurs, puisque l'Université Paris-Nanterre est rattachée à cette super structure universitaire qu'est l'Université Paris-Lumière. Merci à tous et bon visionnage. Bien, bonsoir à toutes et tous. À mon tour, je vais très très rapidement remercier les équipes de l'INA et remercier le Rex pour l'accueil de cette soirée. Je vais dire quelques mots avant de vous laisser regarder le premier montage. Quelques mots d'introduction. Le chanteur populaire Johnny Hallyday est mort le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine. Avec l'homme meurt évidemment l'artiste et parfois son œuvre ou plus modestement sa production. Alors la menace qui pèse sur l'homme, sur l'artiste comme sur l'œuvre, c'est la disparition dans l'oubli. L'enjeu est donc de les faire entrer dans la postérité, de les rendre présents, de les maintenir parmi nous, d'assurer finalement leur mise en patrimoine, de lutter contre cet oubli qui les menace tous trois, l'homme, l'artiste et l'œuvre ou la production. Comment faire pour gagner cette lutte contre l'oubli? Comment faire en sorte de mettre en patrimoine ce chanteur et son œuvre? C'est de cette question que j'aimerais traiter aujourd'hui. Finalement, la question que j'aimerais
me poser là ce soir, c'est comment se construit la postérité d'une vedette disparue et de son œuvre, comment se met en place, comment s'effectue la mise en patrimoine de cette vedette et de cette œuvre. Alors, cette question, elle en appelle d'autres que j'aimerais essayer de poser aujourd'hui. Une première question assez évidente, c'est finalement qui va participer à cette construction? Quels sont les acteurs de cette construction de la postérité? Quels sont ceux qui vont agir pour mettre en patrimoine l'artiste et son œuvre? Et une seconde question que je me pose rapidement après la première, c'est pour quelles raisons ces acteurs vont œuvrer à cette construction? Quelles vont être leurs motivations? Finalement, quels sont les enjeux de cette postérité? Il y a une troisième question, moi, qui me paraît tout à fait importante et intéressante, c'est comment ces acteurs procèdent-ils? Quels sont les éléments de cette construction? Finalement, quels sont les gestes, les actions, les réalisations pour construire cette postérité et cette mise en patrimoine? Et puis, il y a une quatrième question que j'essaierai de poser, espérant avoir le temps, c'est finalement la question de cette postérité. Qu'est-ce que cette postérité? Quel en est le contenu? Quels motifs et dimensions on va pouvoir rencontrer? Alors, j'aimerais donc essayer ce soir de proposer dès à présent quelques éléments de réponse, d'esquisser peut-être d'ores et déjà quelques pistes de réflexion. Alors, en me basant sur des études de cas précédents, Johnny Hallyday n'est pas la première grande vedette à disparaître. Avant lui, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Claude François, Diana Spencer, Dalida, Michael Jackson sont morts. Et on a pu voir à l'œuvre ce travail de construction de la postérité. On les a toujours pas oubliés et ils sont tout à fait présents parmi nous. Mais évidemment, en observant ce qui se déroule depuis la mort de Johnny Hallyday il y a plus de 5 ans maintenant, on a la possibilité d'essayer de rassembler quelques éléments de réponse et peut-être de s'engager sur quelques pistes de réflexion. Alors évidemment, les archives de l'INA sont ici déjà tout à fait précieuses. Ces archives constituent un matériau d'analyse tout à fait important, tout à fait intéressant pour saisir ces mécanismes. Donc, qui participe à cette construction de la postérité, à cette constitution en patrimoine? Quels sont les acteurs effectivement de ce que j'appelle cette lutte contre l'oubli et de cette construction? Cette lutte contre l'oubli, ce travail de construction de la postérité vont conduire plusieurs acteurs à entrer en scène, et parmi ceux-ci, les ayants droit, les détenteurs des droits d'exploitation de l'image et du nom de la vedette, c'est-à-dire les légataires testamentaires, les héritiers. C'est eux qui ont la charge de la promotion de la carrière posthume, de la charge de l'entrée dans le patrimoine et la conquête de la postérité. Il leur revient à ces héritiers de construire le mythe, de protéger, de valoriser l'image de la vedette, de développer la ferveur et éventuellement de la prolonger en culte. Tu m'as laissé la tâche de faire vivre ton nom, ton œuvre, ta voix et ta présence dans le cœur des hommes. C'est ce que dit Laetitia lors de son discours d'inauguration d'une esplanade à Toulouse. Ces héritiers sont le plus souvent les proches, l'époux, l'épouse, les enfants, la fratrie. Ils nomment ou bien ils font appel à des collaborateurs, des administrateurs, des sociétés spécialisées chargées de gérer, de protéger, de faire fructifier l'héritage, d'accroître et d'exploiter la valeur économique et symbolique de la vedette disparue et de son œuvre.
Il y a un deuxième type d'acteur qui est extrêmement investi, efficace et essentiel dans ce travail de construction de la postérité. Ce sont les fans et les fan clubs, parfois en créant des événements, participant à ces événements, aux cérémonies commémoratives, en consommant l'œuvre évidemment. Ce faisant, ils rendent visible la grandeur de la vedette et de l'œuvre et vont contribuer à cette construction de la postérité. Ces fans sont souvent également tout à fait très prosélytes, actifs dans le travail de promotion. Ce sont des ardents défenseurs de l'image de la vedette, de sa mémoire et de son œuvre. Ce fan qui collectionne les objets de mémoire, qui fait de son domicile un mausolée, qui donne à ses enfants les prénoms de Johnny, de Jean-Philippe, de Laetitia, de Marie, de Diego, participe à sa manière à cette lutte contre l'oubli, à ce maintien de Johnny Hallyday, de son œuvre parmi nous, et à cette construction de la postérité. Cet autre, le coiffeur lillois qu'on a vu, dont le physique est à la fois un hommage et un rappel de l'existence de Johnny Hallyday, est également un de ceux qui participent à ce travail. Des fans qui sauront entretenir le souvenir de leur idole, affirme à raison le journaliste, comme ce fan filmé par Depardon, qui déclare, je cite, « S'il y a quelqu'un qui va faire continuer de vivre Johnny, c'est son public, c'est nous ». On le voit également dans le reportage, il y a une troisième catégorie d'acteurs qui va jouer un rôle tout à fait important. Ce sont les sosies et les professionnels du spectacle qui eux aussi participent activement au développement de la carrière posthume et à la préservation de la mémoire du disparu. Les spectacles, les concerts, les comédies musicales assurent la permanence, la visibilité, la promotion de l'œuvre, sa vivacité et sa présence. Ces sosies, ces professionnels du spectacle réactualisent ce qu'on pourrait appeler les faits d'armes de Johnny Hallyday, les concerts, les chansons, et d'une certaine façon, ils transmettent aux générations présentes et futures ces faits d'armes et ces réalisations. Si on prend l'exemple du concert d'un sosie ou d'une scène de concert dans une comédie musicale qui pourrait prendre Johnny Hallyday comme objet, eh bien ce sont là des réactualisations et une diffusion, une transmission tant des chansons de l'artiste que de son jeu de scène, de ses costumes, mais également des faits et gestes des publics, des fans, durant un concert. Finalement, c'est à la fois la grâce, le charisme du chanteur qui sont mis en scène et la ferveur des fans dans la salle. Jean-Baptiste Guégan, dont la voix est si proche de celle du chanteur, et de ceux qui entretiennent le souvenir, qui assurent la présence du chanteur parmi nous. On ferme les yeux et on croit entendre Johnny, dit cette spectatrice. Une autre confie avoir pleuré durant le concert. On le devine d'émotion en sentant la présence du chanteur. Les industries du disque, les industries du cinéma, les industries du divertissement comptent également parmi les acteurs de la construction de la postérité. En procédant à la réédition du catalogue musical, à l'édition de nouveaux disques, en sortant des concerts, des compilations, en retrouvant dans le catalogue des inédits et en publiant des disques, évidemment, cette industrie musicale assure la présence de Johnny Hallyday et de son œuvre parmi nous. La sortie de l'album posthume témoigne évidemment de cette participation de l'industrie musicale, l'industrie du disque, à la construction de la postérité. Sortie d'un nouveau disque qui va s'accompagner de l'édition de nombreuses compilations et bien sûr se prolonger en sortie d'albums d'inédits. Les journalistes, les professionnels du média, l'industrie de la publicité, les professionnels du tourisme, du patrimoine, les conservateurs de musées, les agences touristiques et de voyage participent également à la production d'un récit mémoriel et à ce travail de construction mémorielle et de patrimonialisation. Les médias qui produisent et qui fabriquent la célébrité au moment du décès et qui vont esquisser des régimes de valorisation et de reconnaissance de certaines vies
et de certaines morts, participent finalement à la construction de cette célébrité post-mortem. Le travail remarquable des équipes de l'INA, de recherche documentaire, a permis d'observer, et c'est Maxime qui m'en faisait la remarque, a permis d'observer que le fonds d'archives lié à Johnny Hallyday compte énormément de documents journalistiques post-mortem. Ces documents se multiplient à partir de la mort du chanteur en 2017 pour dépasser de très loin les documents journalistiques réalisés du vivant du chanteur. Et finalement, ça révèle bien, ça témoigne bien de cette participation extrêmement active de l'industrie journalistique, des médias, à cette construction de la postérité. Les villes, les régions, les États, l'État, les élus interviennent également dans ce processus. Ils initient, ils collaborent ou simplement ils autorisent l'érection d'une statue, l'inauguration d'une plaque commémorative, la tenue d'une manifestation célébrative, l'attribution du nom de la vedette à un espace public, une rue, un parc, un bâtiment. Et ce faisant, ils œuvrent à l'ancrage de la mémoire dans l'espace et participent à ce que le chercheur Guy Di Meo appelle la patrimonialisation de l'espace et la spatialisation du patrimoine. Un sociologue, Christian Lebart, va évoquer l'héritage collectif qui relève des politiques mémorielles publiques orchestrées par ce qu'il appelle un État panthéonisateur. On le voit aussi dans le court montage qui vient d'être projeté, il y a des collectionneurs, des marchands du temple qui produisent, diffusent, acquièrent, échangent, transmettent les produits du merchandising autour de la vedette disparue, qui diffusent, transmettent les objets de collection, les reliques. Et évidemment, du collectionneur au responsable d'une salle de vente, du producteur d'objets dérivés, un bibelot, un t-shirt à l'effigie de la vedette, un drapeau, jusqu'au consommateur, tous participent d'une certaine façon à cette lutte contre l'oubli. Et on le voit avec le commerce florissant des objets de souvenirs, des reliques, qui sont vendus notamment devant l'église de la Madeleine où se réunissent les fans. Évidemment, d'une certaine façon, les universitaires, les représentants du monde savant, les sociologues, les musicologues, les historiens, les chercheurs, les professeurs, contribuent aussi à leur façon à la postérité de la vedette et de son œuvre via des cours, des conférences, des productions scientifiques. Et finalement, ce qui se joue ce soir ici, c'est d'une certaine façon un des aspects de la lutte contre l'oubli. Je contribue modestement, vous aussi, Lina, le Rex, à rendre Johnny Hallyday, son œuvre vivant, à les maintenir présents parmi nous. Enfin, les proches, les témoins du passé, via des biographies, des écrits, des commentaires, des témoignages, des discours, vont participer, intervenir dans ce processus de la construction de la postérité et de la production d'un récit mémoriel. Ses proches, ce sont les intimes, les anciens collaborateurs, des membres du personnel, des membres de la cour privée, on le verra tout à l'heure, avec la billeuse du chanteur depuis 28 ans, qui va prendre part à cette lutte contre l'oubli. Et puis, si vous avez suivi un petit peu l'actualité relativement récente, eh bien, il y a quantité d'ouvrages, de biographies sortent sur le marché du livre, avec pour objet Johnny Hallyday, qui ont pour auteur des collaborateurs, des intimes, des membres de la garde rapprochée de Johnny Hallyday.
Alors, il est des raisons, des motivations qui sont propres à chacun de ces acteurs, d'autres qui vont être partagées par quelques-uns, certains de ces acteurs, et puis des raisons, des motivations qui vont être communes à l'ensemble de ces acteurs. Il me semble qu'on le voit assez clairement dans le montage qui a été effectué. Il y a une première raison qui est la raison économique. L'émotion qui est liée à la perte du chanteur se transforme en frénésie d'achat, dit le journaliste. Ces disques se vendent comme jamais. Chez les disquaires, c'est la ruée. Johnny est numéro 1 des ventes en France. Les chiffres donnent le vertige. Le peuple est emmené vers cet acte d'achat, dit l'expert musical qui est interrogé. La vedette disparue vaut parfois davantage morte que vivant. L'expert semble dire que c'est une exception. En réalité, ce n'est pas si exceptionnel. Des vedettes comme Michael Jackson, Elvis Presley rapportent énormément d'argent après leur disparition. L'œuvre, si elle est bien promue, peut parfois être particulièrement rentable, comme le nom et l'image de la vedette. Donc cette carrière posthume, c'est une carrière qui rapporte, qui génère des bénéfices qui peuvent être tout à fait considérables. Alors tout le monde profite de façon diverse et dans des mesures variées de ces revenus. Les héritiers, mais aussi les différentes industries que j'ai citées tout à l'heure, et évidemment la première d'entre elles, l'industrie du disque, mais aussi les anciens collaborateurs, les marchands du temple. Ces profits vont être générés par la vente des disques, des DVD, par la vente des produits dérivés, des objets de merchandising, par la vente des billets de spectacle, des billets de concert, des billets de films, d'expositions, par la vente de livres, par le développement de contrats publicitaires, par la commercialisation des effets personnels de la vedette et autres reliques, on le voit, les costumes de scène, mais aussi jusqu'au mégot de cigarettes et le paquet de gitane du chanteur disparu. Il est évidemment tout à fait significatif et symbolique que cette carrière posthume des grands disparus soit souvent gérée par des sociétés dont le but premier est de réaliser des profits. La mémoire de la vedette, son image, son nom, son œuvre sont un capital qu'il s'agit de faire fructifier, préserver, défendre, promouvoir cette mémoire, construire la postérité et donc d'abord une cause économique. C'est ce que met en lumière le sociologue Edgar Morin avec sa notion de star-marchandise, qui voit dans la star la marchandise type du capitalisme, un capital fixe et une valeur au sens boursier du terme qui peut exploser avec la disparition du chanteur. Françoise Benamou, une économiste, dans son analyse de l'économie du star system, voit, elle, dans la star une marchandise totale qui requiert d'énormes investissements, mais qui peut, comme tout autre actif, gagner en valeur et rapporter gros, et ce, jusque dans la mort. Alors, il y a une autre raison, et il me semble qu'à nouveau, les archives de l'INA sont très parlantes, une raison qu'on pourrait appeler politique et idéologique. C'est l'union nationale chez tous les responsables politiques qui rendent hommage à Johnny Hallyday, affirme le journaliste ou animateur Yves Calvi. Les députés, comme un seul homme, se lèvent à l'Assemblée nationale pour applaudir le chanteur disparu. Il fait partie de ces héros français, dit Emmanuel Macron. Il est un élément de notre patrimoine national, dit François Hollande. C'est toute la France qui est en deuil, considère Nicolas Sarkozy. On peut donc avancer, me semble-t-il, un second type d'explication à la construction de la postérité. La vedette disparue fédère les individus, rassemble les peuples, objet de consensus. Elle fait une quasi-unanimité. Elle contribue à réunir, à souder les individus, à renforcer le lien social. Alors, évidemment, la vedette peut être figure de rupture, figure de transgression, de division, mais elle est toujours aussi et surtout une figure de consensus et de cohésion qui unit la communauté et qui va souder le collectif, comme le dit Pierre Boudreau. Christian Lebarthe,
que j'ai cité tout à l'heure déjà, va observer dans la récupération politique de la figure de la vedette une entreprise étatique de totémisation orientée vers la production de symboles accessibles à tous. Ces symboles sont, selon lui, destinés à précipiter la communauté nationale en une communauté émotionnelle, soudée par une même ferveur autour de références partagées. Et Le Barthes appelle totémisation cette instrumentalisation symbolique, cette récupération politique de figures comme Johnny Hallyday, qui sont suffisamment complexes, suffisamment changeantes, suffisamment ambivalentes pour parler à tous et qui permettent à chacun de s'identifier, de se projeter ou de se reconnaître. La vedette est, en outre, souvent porteuse des valeurs de la société de consommation, de l'économie capitaliste. Elle est le symbole d'un ordre moral, social, politique, promu qu'elle est par cet ordre politique et marchand qui va trouver en elle une ambassadrice ou bien qui va la façonner comme telle. La consécration, la construction de la postérité ne vont pas sans tout un travail d'édulcoration, de dépolitisation de l'action, de dépolitisation de l'œuvre et de l'image. On pourra parler avec Sidonie Waerg à propos de Louise Michel de processus de déconflictualisation et de canonisation républicaine. La vedette, tandis que se développe la carrière posthume et que se construit la postérité, va perdre, et ça a été le cas, me semble-t-il, avec Johnny Hallyday, comme avant lui avec Elvis Presley, va perdre de son pouvoir de subversion, de sa force contestataire, mais va gagner en valeur symbolique et commerciale. Des chercheurs comme Roland Barthes, Gilbert Rist, Marie-Dominique Perrault ou Fabrizio Sabelli vont analyser ces mécanismes et ce travail à l'œuvre de façon spectaculaire dans un certain nombre de figures. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur celle d'Elvis Presley, mais on peut penser aussi à la figure de Che Guevara. Alors, il y a une autre raison, une autre motivation que j'appellerais la raison du groupe, la raison communautaire, et qui est finalement la raison, la motivation qu'on va retrouver chez les fans. Quand disparaît Johnny Hallyday, ou plus généralement la vedette, elle va laisser orphelins et d'une certaine façon désemparés ses fans et ses admirateurs. Ceux-ci ont développé du vivant de la vedette un attachement, ont développé des pratiques, une passion commune pour la vedette, attachement, pratique, passion qui souvent vont structurer l'existence et prendre une place prépondérante dans cette existence des fans. Cette passion, cet attachement sont parfois également à l'origine de la constitution d'une communauté émotionnelle, d'une fraternité élective et d'une identité individuelle et collective, l'identité de fan. Alors cette disparition, la mort de la vedette, met en péril ces identités, met en péril la communauté elle-même, elle menace le lien qui unit les fans entre eux. Il s'agit donc pour ces fans de maintenir ce lien communautaire, de préserver le ciment du groupe, de maintenir présent la vedette, de maintenir ce qui fonde l'identité individuelle et collective, et de préserver également tout un ensemble de buts, d'objectifs, de pratiques, tout ce qui organise l'existence et qui va donner sens à l'existence de ces fans. Alors défendre, promouvoir la mémoire de la vedette, défendre et promouvoir la mémoire de l'œuvre, développer, renforcer le groupe de fans deviennent des devoirs et vont continuer de remplir ces existences, de structurer ces existences consacrées à Johnny Hallyday. C'était le cas du vivant de la vedette et ça devient le cas alors même que le chanteur est disparu. C'est aussi une façon d'exprimer sa gratitude à la vedette disparue, de la remercier, de rendre une partie de ce qui a été reçu, amour, bonheur, joie, aide et réconfort. On peut voir à l'œuvre avec Daniel Hervieux-Léger une forme de stabilisation de la communauté, du groupe sur un mode religieux, dans la mesure où le groupe va se doter d'une tradition commune, d'une mémoire partagée.
On peut voir aussi une participation fondamentale dans une relation de dette, de don contre don avec la vedette. Le fan qui est filmé par de pardon déclare « on va le faire vivre comme il nous a fait vivre. Tout ce qu'il nous a fait vivre toutes ces années, on essaye de lui rendre », dit ce même fan, et sa copine à côté ajoute « on lui doit bien ça ». Ce sont des paroles, mais ce sont aussi des actes avec ces rassemblements, ces cérémonies qui sont organisées et financées par cette dame. Je t'oublierai jamais, promet cette jeune fille, les larmes aux yeux en s'adressant au chanteur. « Tu étais un dieu », poursuit-elle. Ce n'est pas la première, ce n'est pas non plus la seule à affirmer le caractère divin et sacré du chanteur. Ça me conduit à voir une autre raison à ce travail de construction de la postérité. C'est une raison qu'on pourrait appeler anthropologique, qui se double d'une raison peut-être plus psychologique. Cette raison anthropologique, ce serait le besoin inhérent à l'homme de transcendance, de sacré, le besoin d'idole, le besoin d'aimer, d'adorer, qui peut conduire à la construction de cette postérité et au développement d'une forme de ferveur, de culte, de culte des grands disparus. Beaucoup d'anthropologues, de sociologues ont démontré et théorisé le caractère religiogène des sociétés, la propension à se placer sous un dais sacré, la propension à sacraliser, la propension à croire, à exprimer collectivement ferveur, émotion et passion. Je pense aux travaux anciens maintenant de Durkheim, mais également à ceux de Peter Berger, de Jean Cazeneuve, de Régis Boyer, ou encore de Claude Rivière. Pour reprendre la formule de Bergson, l'homme serait une machine à fabriquer des dieux, et on peut se demander dans quelle mesure la construction de la postérité ne serait pas une première étape de ce processus. D'autres vont avancer des raisons plus psychiques, psychologiques, à ce besoin de fabriquer des idoles. Ce serait là le résultat d'une structure psychologique fondamentale, une angoisse originelle qui conduirait à l'élection d'objets idoliques et à la production d'idoles compensatrices, notamment dans les périodes de troubles, de désarroi spirituel. C'est la thèse que défend Robert Blanchard. Je pense qu'il y a également une raison que j'appellerais nostalgique. La construction de la postérité peut avoir pour explication la nostalgie d'une époque liée à la vedette, la nostalgie d'un passé révolu, idéalisé et réenchanté. La nostalgie finalement d'une jeunesse disparue qu'on veut maintenir, qu'on veut réactualiser et qu'on veut préserver, protéger de l'oubli. Ce qu'on maintient en vie finalement et qu'on va protéger des assauts du temps, ce n'est pas uniquement la vedette, ce n'est pas uniquement son œuvre, c'est également une époque et d'une certaine façon une partie de soi-même. Ce qui va s'exprimer parfois dans cette élaboration collective de la postérité, c'est peut-être le besoin de maintenir en vie une partie de notre enfance, de notre adolescence, de notre jeunesse. On ne peut pas lui dire au revoir, dit ce fan en pleurant. Il nous a accompagnés trop longtemps et il nous accompagne encore. On mesure combien le chanteur a accompagné des vies, commente le journaliste. 50 ans que je le suis, ça fait partie de la famille, dit cet autre fan. Peut-être une dernière raison que je voudrais présenter ici. De façon plus générale, on observe, selon un certain nombre d'observateurs, un contexte favorable de passion pour le patrimoine. L'heure, selon certains spécialistes, dont Pierre Nora, serait à l'emballement mémoriel et patrimonial qui favorise évidemment l'entreprise mémorielle. Guy Diméo, dont j'ai parlé tout à l'heure, évoque lui aussi un contexte d'engouement patrimonial, un contexte de prolifération patrimoniale.
Donc là, je voudrais aborder la question des gestes, des actions, des réalisations, essayer de proposer quelques éléments de réponse à cette question, comment ces acteurs, dont on a vu qu'ils avaient plusieurs raisons d'agir à la construction de cette postérité, comment ces acteurs agissent, comment ils procèdent. Construire la postérité passe par une multiplicité de gestes, d'actions, la création de musées dédiés à la vedette, on l'a vu, l'organisation de manifestations, d'événements commémoratifs, de cérémonies célébratives. Parmi ces gestes, on peut citer encore l'inauguration d'un lieu public qui va porter le nom de la vedette ou d'une plaque commémorative, l'érection d'une statue, mais aussi la réédition d'un disque, la sortie de chansons inédites, la production d'ouvrages, de biographies, d'albums de photos, la création de comédies musicales, ou encore la construction d'un site internet dédié ou l'édition d'un blog, la production d'un documentaire, l'organisation d'une convention, d'une rétrospective, d'un festival, d'un colloque. On a vu que ces gestes, ces actions se sont multipliées depuis 2017 avec ces messes, ces cérémonies, ces hommages à la Madeleine, avec cet hommage rendu à l'Olympia où Johnny donc, a chanté plus de 200 fois et la transformation de sa loge en musée éphémère, avec l'inauguration de cette statue dans ce village de Viviers en Ardèche, cette exposition à Paris, cette exposition de photos, de motos. Il est encore là, on le fait vivre à notre manière, dit son épouse Laetitia, qui dit là finalement la fonction de son documentaire qui est constitué de scènes de l'intimité familiale du chanteur. Il s'agit finalement de le maintenir présent, de le faire vivre, de le faire continuer à vivre. Alors, cette production de la postérité passe aussi par des objets qui vont raconter, qui vont inscrire dans la postérité une histoire, celle de la vedette et de son œuvre. Ces objets, ce sont les livres, les disques, les images, les photos, les films. Ce sont les reliques, les objets de mémoire, les costumes, les motos, les guitares. Des objets, donc, mais aussi des lieux et des espaces physiques. Il faut des lieux, des espaces qui rappellent l'existence de Johnny Hallyday, qui portent la trace de cette existence. Ces lieux, ces espaces permettent finalement de rendre présent la vedette et son œuvre et d'une certaine façon vont raconter l'histoire, assurer la postérité et contribuer à développer la ferveur des fans, des admirateurs, à construire le mythe et à promouvoir le culte. Donc parmi les gestes de la construction de la postérité, il y a tout ce travail de production de lieux de mémoire, de transformation de lieux en lieux de mémoire, de production d'espaces patrimoniaux. Alors ces lieux, quels sont-ils ? Ce sont d'abord les endroits, les lieux dans lesquels la vedette a vécu, par lesquels elle est passée, ces lieux et espaces dans lesquels la vedette a évolué et qui vont porter sa trace. Ça va être la maison, une salle de concert et ses loges, un lieu de tournage de films, un studio d'enregistrement, un établissement fréquenté un temps, ça peut être une caserne militaire, une salle de classe, un restaurant. Ces lieux peuvent être également une place, une rue qui va être rebaptisée rue Johnny Hallyday ou une place qui va accueillir une plaque commémorative, une statue à l'effigie du grand disparu. C'est ce phénomène que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner, de spatialisation du patrimoine et de patrimonialisation de l'espace. Finalement, tout ce travail qui permet d'ancrer la mémoire dans le territoire. Alors, on l'a vu, c'est cette esplanade à Toulouse qui porte à présent le nom de Johnny Hallyday devant le Zénith de Toulouse où le chanteur s'est produit 16 fois. C'est évidemment pas par hasard que certains lieux sont choisis pour être des lieux de mémoire. C'est aussi une esplanade à Bercy, une loge à l'Olympia, une rue qui porte le nom de Johnny Hallyday à Marseille ou bien à Charvieux en Isère.
C'est l'église de la Madeleine qui est transformée en lieu de recueillement et de pèlerinage. Et à Saint-Barth, aux Antilles, c'est le cimetière de Lorient, où repose la dépouille du chanteur, qui devient à son tour un lieu de mémoire, un lieu de recueillement et de pèlerinage. Alors, ces gestes et ces réalisations ont lieu dans et sur des scènes qui sont constituées en lieu de mémoire, en lieu de création et de diffusion de l'histoire de la vedette et de son œuvre. Ce sont les scènes éditoriales, les scènes théâtrales, les scènes musicales, numériques, muséales, médiatiques, qui vont voir se construire et se diffuser un récit qui est écrit et transmis pour la postérité. Alors c'est un récit aux multiples dimensions, c'est un récit qui va être à la fois oral, et on en a eu avec les témoignages oraux, avec les éléments de discours, on en a eu un aperçu tout à l'heure. C'est un récit à la fois oral, livresque, audiovisuel, théâtral, muséal ou encore numérique. Parce qu'en effet, pour qu'on n'oublie pas, il faut raconter, il faut rappeler, il faut expliquer, finalement dire aux générations présentes et futures ce qu'a été Johnny Hallyday, ce qu'il a fait, ce qu'a été son œuvre. Il faut finalement témoigner et transmettre. Et c'est la fonction que vont remplir l'ensemble de ces objets, l'ensemble de ces récits et l'ensemble de ces lieux et espaces. Alors, si on se penche un petit peu sur ce travail de construction de la postérité et de mise en patrimoine, on observe qu'il faut d'abord une première étape, c'est la prise de conscience de la nécessité de la patrimonialisation. Et puis va être réalisé tout un travail de justification de cette nécessité. Et puis va suivre un travail de sélection. Il faut trier, il faut choisir, il faut sélectionner des éléments à conserver, des objets, des lieux, des épisodes biographiques. Et il y a tout un travail de préservation, un travail de conservation, de protection de l'ensemble de ces éléments. Et puis un travail d'exploitation, d'exposition de ces éléments qu'on va conserver, qu'on va sauvegarder, garder. Et enfin, tout un travail de valorisation, de défense, de promotion et de célébration de l'ensemble de ces éléments. Il y a des chercheurs qui vont ramener à 6 étapes successives et enchaîner les unes aux autres tout ce travail et ce processus de patrimonialisation. Donc des étapes qui vont de la prise de conscience patrimoniale à la valorisation des éléments du patrimoine, en passant par les phases essentielles de la sélection, de sa justification, de sa conservation et de son exposition. Et chacun de ces éléments suppose évidemment l'intervention volontariste d'acteurs. Alors ces gestes, ces objets, ces récits, ces lieux remplissent un certain nombre de fonctions et j'aimerais prendre quelques minutes pour essayer d'observer un peu ces différentes fonctions. Il y a une première fonction pédagogique et didactique remplie par ces objets, ces espaces, ces récits. Une fonction pédagogique parce que finalement, ils expliquent, ils précisent, ils racontent qui était la personne, en l'occurrence Johnny Hallyday, ce qu'elle a accompli, comment elle a vécu, les obstacles rencontrés, l'importance et les effets de son œuvre. Et il nous place en position d'élève. La lecture d'une biographie, la vision d'un documentaire sur Johnny Hallyday ou d'une comédie musicale, la participation à une cérémonie avec des discours, la visite d'un musée sont finalement autant de gestes d'apprentissage. On apprend qui était Johnny Hallyday, ce qu'il a fait, quelle a été son œuvre, l'importance de son œuvre dans la culture française, la culture populaire, etc. Et puis, évidemment, ces objets, ces récits, ces espaces remplissent une fonction célébrative en proclamant la grandeur de la vedette, l'importance de cette vedette, l'importance de son œuvre, et nous invitent d'une certaine façon à la célébration et à la dévotion. La visite d'un musée consacré à Johnny Hallyday, la présence à une cérémonie, la visite faite à la statue de Johnny Hallyday à Viviers,
la lecture d'une biographie relève finalement d'une certaine façon de gestes célébratifs, d'une participation à la célébration de la grandeur de Johnny Hallyday. Évidemment, ces gestes, ces espaces, etc., remplissent une fonction économique dans la mesure où toutes ces formes diverses de consommation de la postérité sont souvent payantes et sont autant d'actes de consommation. Ils remplissent également une fonction politique et idéologique en diffusant et en imposant dans l'espace public une certaine vision de l'artiste, de son œuvre, mais aussi une certaine vision de la société et de l'histoire. Raconter l'épopée d'un grand disparu, c'est le résultat de choix, de tri, d'oubli, de lecture arbitraire, idéologique. Raconter, c'est évidemment véhiculer des valeurs, des normes, des modèles, des représentations et des idéaux. Enfin, ces récits, ces gestes, ces objets, ces lieux remplissent évidemment une fonction mémorielle en maintenant en vie la vedette, en assurant sa postérité et son éternité, en la préservant de l'oubli, en favorisant la conservation, l'exposition, la transmission de sa mémoire et de son œuvre, et en maintenant sa présence et en assurant sa visibilité. On sent sa présence, dit Laetitia lors de son discours à l'occasion de l'hommage à l'Olympia. Ce qu'on a ressenti, c'est qu'il est toujours là, dit une femme au sortir de cet hommage à l'Olympia. On voit que finalement, ces gestes sont tout à fait efficaces. On ne le laisse pas partir, on le maintient présent parmi nous. Le temps semble figé, commente le journaliste devant ses fans rassemblés à la Madeleine pour honorer la mémoire du chanteur. Et cette animatrice de Canal dit quant à elle, on n'a pas besoin de ranimer la flamme. 2 ans après sa mort, il est toujours vivant, même plus qu'avant. On a plus entendu et parlé de Johnny ces 2 dernières années que de son vivant, dit-elle encore. Et elle témoigne ainsi finalement de l'efficacité de ses gestes et de l'efficacité de ce travail de construction de la postérité. Alors, le journaliste sur le plateau de cette émission de Canal+, Christian Hudlin, dans cette même émission, estime que Johnny Hallyday va encore rester 15-20 ans. Il fait un calcul en fonction de l'âge des derniers fans de Johnny Hallyday et sous-entend que Johnny Hallyday va, s'il reste encore 15-20 ans, va quand même disparaître à l'issue de ces 2 décennies. On le comprend avec la disparition des derniers fans. Alors lui donner tort, c'est le défi que devront relever tous ceux, toutes celles qui veulent faire rentrer, pour les raisons qu'on a vues, le chanteur dans la postérité et les préserver, ce chanteur et son œuvre, de l'oubli. C'est un défi qui est loin d'être gagné, mais en suivant l'exemple de ceux qui ont travaillé à la construction de la postérité d'Elvis Presley, par exemple, eh bien, rien ne dit que ce défi ne sera pas relevé. Alors, s'il me reste un petit moment peut-être pour dire quelques mots du contenu de cette postérité, essayer d'ores et déjà proposer quelques éléments de réponse à cette question. De quoi de quoi est constituée cette postérité? Quel en est le contenu? Qu'est-ce qu'on va trouver comme motif, comme dimension? Cette histoire, ce récit qui est raconté, c'est le résultat de choix, de sélection, de tri, choisir un certain nombre d'épisodes qu'on va mettre en avant, qu'on va réécrire, ou bien d'autres qu'on va décider de passer sous silence, qui vont être exagérés, qui vont être atténués, qui vont être édulcorés. Je voudrais faire part là d'un certain nombre d'observations que j'ai pu faire en travaillant sur les contenus de postérité d'autres vedettes disparues, faire part peut-être de quelques réflexions, de quelques intuitions, vous soumettre quelques hypothèses. Il me semble que ce qui est raconté de Johnny Hallyday dès à présent, d'ores et déjà, est un récit
qui va présenter une dimension hagiographique. Comme Nathalie Hennig avait vu cette dimension hagiographique dans le récit qui était fait de l'existence de Van Gogh, il me semble que le récit qui est fait de la vie de Johnny Hallyday emprunte sa forme au récit de la vie des saints tels qu'ils sont compilés dans la légende dorée. Il en épouse la structure narrative et il en remplit la fonction célébrative, et il reprend aussi quantité de motifs et de dimensions qui sont propres au récit hagiographique. C'est un récit qui, me semble-t-il, se constitue en 4 phases qui sont celles de la vie des saints. Il y a une première phase qui serait la phase de la déviance, le moment des rejets initiaux. Johnny Hallyday est présenté comme rebelle, dangereux, effrayant, marginal, finalement comme porteur d'une sorte de monstruosité. Il fait peur aux parents, il fait peur à l'ordre établi, il se roule par terre, il est acclamé par les blousons noirs qui se battent, qui détruisent les salles de concert, et puis il est interdit dans quantité de salles de concert, dans quantité de municipalités. Interdit de se produire. Et puis il y a une seconde phase qui serait la phase de la rénovation. C'est plus le Johnny dangereux, mais le Johnny novateur, précurseur, pionnier. C'est l'idole des jeunes, le symbole de la jeunesse, de la modernité musicale. Alors certes, il peut être représenter une menace pour les parents et pour l'ordre établi, mais il y a toute une partie de la jeunesse qui accueille son œuvre, ses concerts, ses chansons avec une très grande ferveur. Et puis il y a une troisième phase qui voit se réunir l'ordre établi et la jeunesse, les plus âgés et les plus jeunes, qui voient également se réconcilier l'élite intellectuelle et les classes populaires. C'est la phase de l'unanimité, de la réconciliation. C'est le Johnny Hallyday unanimement reconnu, c'est le taulier qui voit finalement se réconcilier tous ceux qui étaient divisés et séparés. Et puis il y a une quatrième phase, me semble-t-il, qu'on voit. Maintenant, il n'est plus possible de lire une biographie ou d'assister à un documentaire ou à un reportage sur Johnny Hallyday sans qu'on soit confronté à cette phase, la phase de la célébration. La vedette est consacrée, elle est célébrée, elle est sacralisée, elle est panthéonisée, et on voit qu'il a eu des droits à des funérailles dignes d'un homme d'État. Il déchaîne une ferveur populaire. Les foules se rassemblent pour célébrer, honorer sa mémoire. C'est un récit qui va également, à l'image du récit hagiographique et à l'image de quantité de récits épiques ou de récits héroïques, c'est un récit qui va déployer le thème de la revanche sur le destin. On voit déjà, on entend, souvenez-vous des propos d'Emmanuel Macron, cet homme courageux, abandonné par son père. Enfin, il y a une pauvreté d'origine, un sort contraire, une mise au banc de la société dans un premier temps, avant la revanche sur ce destin précaire et ce sort misérable. On va insister sur l'enfance misérable, sur l'absence de père, sur la précarité, les épreuves subies, les rejets indignes, la détresse économique, sociale, affective, pour mieux mettre en avant la gloire, la fortune, la réussite à venir. Les articles railleurs et indignés du Figaro, sous la plume de Philippe Bouvard, en 1961, vont contraster avec le plébiscite futur et la consécration à venir. C'est un récit qui va, me semble-t-il, également et logiquement donner à voir 3 grandes dimensions, une dimension vocationnelle, une dimension sacrificielle et une dimension pathétique. Ce récit est émaillé de quantité de motifs hagiographiques qui dépeignent l'artiste d'une certaine façon en saint. Les motifs
de la prédestination, de l'appel, de l'autodidaxie, le génie précoce, le don, qui vont nourrir la dimension vocationnelle. Johnny ne devient pas Johnny Hallyday par hasard, il est promis dès l'enfance, dès la naissance finalement, à un destin exceptionnel. Les motifs du sacrifice, du don de soi, qui composent la dimension sacrificielle, on les rencontre assez régulièrement, assez fréquemment, et il me semble qu'on les a entendus là, lors des différents montages. Ce sont les motifs du sacrifice que Johnny Hallyday fait à ses fans. Il se donne à eux, il se donne à la musique, il se consacre sa vie au rock. On va retrouver, et les fans sont pleins de reconnaissance et pleins de gratitude et le remercient de tous ces dons et de tous ces sacrifices. On va retrouver les motifs également du malheur, du chemin de croix, du martyre, d'une certaine façon de la déchéance, qui vont composer la dimension pathétique. Johnny est présenté très souvent comme un être qui souffre, qui est désespéré, qui cache des blessures, des fêlures, évidemment. La première d'entre elles est l'absence de père, la détresse, la misère d'une gloire trop lourde à porter, et une fragilité, une sensibilité extrême. Alors même si ces motifs côtoient les motifs de la fortune, du luxe, des loisirs, du succès, de la surconsommation, de la réussite, ces motifs peuvent être tout à fait intégrés à la dimension sacrificielle ou pathétique. C'est le martyre de la vedette adulée qui ne peut pas faire un pas sans être assailli par ses fans. Dans les documentaires qui présentent les voyages de Johnny Hallyday avec ses copains sur les Harley Davidson, il est fréquent d'entendre les copains dire ah bah Johnny Hallyday, il est enfin pleinement heureux parce que là aux États-Unis on le connaît pas et il peut enfin sortir, il peut aller boire un Coca-Cola, chose qu'il ne peut pas faire en France parce que la moindre de ses sorties provoque une émeute. Et on présente comme ça le succès finalement comme une épreuve, une véritable tragédie qui conduit à la déchéance physique, morale, psychologique de la vedette trop adulée. Et on voit donc, je vous l'ai dit, la pierre à l'édifice apportée par Emmanuel Macron qui dit combien la vie de Johnny a été difficile, abandonné par son père, et voilà, ce Johnny Hallyday qui a construit une vie de courageux. Quelques mots aussi pour dire que, à mon avis, ce récit, il emprunte également des motifs et des fonctions, ses formes et ses contenus à un autre type de récit. Ce sont les récits mythiques qu'on va pouvoir rencontrer dans les sociétés traditionnelles ou telles que les ont étudiées un certain nombre d'anthropologues. Il me semble que finalement, encore une fois, il s'agit d'hypothèses et d'intuitions. Un travail reste à faire, mais il me semble qu'on a là affaire à un récit qui est un récit fondateur et qui peut présenter une sorte de dimension étiologique ou cosmogonique, mais comme assez souvent, un récit qui raconte l'origine des choses, l'origine d'une situation, l'origine du monde, le récit d'une apparition, d'une nouvelle situation, la place des jeunes dans la société, la place des femmes, la place des Noirs, le culte du corps, la musique, le métier d'artiste, le jeu de scène. La vedette est souvent présentée, et c'est le cas, me semble-t-il, avec Johnny Hallyday, comme précurseur, comme pionnier. Et donc, on va faire finalement de son existence une sorte de récit, récit fondateur. Cette dimension cosmogonique et étiologique, fondatrice, elle est présente, corrélée au caractère révolutionnaire, précurseur, pionnier de la vedette. C'est un récit également aux dimensions épiques et sacrées. C'est le récit très souvent d'exploits, d'actes présentés comme merveilleux, le récit de miracles. Finalement, l'histoire de la construction de cette œuvre, l'histoire de l'existence de Johnny Hallyday est racontée
pour un certain nombre de raisons, comme une épopée exceptionnelle, parsemée de quantités d'exploits, de quantité de hauts faits tout à fait exceptionnels, une épopée exceptionnelle par un être présenté lui-même comme exceptionnel, avec des pouvoirs exceptionnels, un être aux propriétés, aux caractéristiques exceptionnelles. Il n'est qu'à écouter les témoignages de ses collaborateurs, de ses proches. Ils sont nombreux à vous dire la beauté fascinante d'Hallyday, son pouvoir de résistance, son charisme, sa voix absolument merveilleuse. Enfin, finalement, ils sont nombreux à mobiliser tout un champ lexical, quantité de termes, de vocabulaire empruntés parfois au lexique, au champ lexical religieux ou de l'exceptionnalité. C'est un récit qui est aussi d'une certaine façon civilisateur et exemplaire, un récit qui va fournir des modèles de comportement, qui va fournir des modèles, qui va exprimer, rehausser des valeurs, qui va réaffirmer des normes, des principes, des règles, des interdits, qui va revêtir une dimension pédagogique et civilisatrice. Un récit finalement qui, en célébrant Johnny Hallyday, va apprendre à celui qui rencontre ce récit comment se comporter, quelles règles suivre et adopter, à quels interdits obéir. Un récit qui est également hautement significatif, qui promeut la vedette et ses gestes, mais qui va promouvoir également la société dans laquelle a évolué ce chanteur, qui promeut cette société dans son ensemble, qui permet l'épanouissement de cette vedette et qui aujourd'hui célèbre cette vedette. Donc un récit qui, je pense, à bien le lire, à bien l'écouter, à bien le regarder, me paraît promouvoir en même temps que Johnny Hallyday et son œuvre un ordre social, économique et politique, et une population unanime et rassemblée dans l'admiration, la dévotion de la vedette disparue et des valeurs qu'elle porte et qu'elle incarne. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci. On a le temps de prendre quelques minutes pour quelques questions si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, je lance souvent la première. Moi, je serais intéressée quand même par votre analyse de ce qui me semble être une extrême dépolitisation de cette mémoire, de ce culte, où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui résiste à la politisation à une époque où tout est politique, où les médias cherchent sans cesse la polémique sur tout et où tout est vu, les lectures de controverses très fortes et politiques qui traversent notre société. Et là, on a une vedette qui n'est pas du tout effleurée par MeToo, sur les politiques, sur laquelle les politiques n'ont rien à dire, puisque en fait, Hollande comme Sarkozy sont juste d'accord pour dire que c'est un monument du patrimoine français, mais en fait n'ont rien d'autre à dire. C'est assez frappant. Emmanuel Macron, oui, tente une lecture un peu hasardeuse de Johnny comme héros de la Startup Nation, mais bon, ça n'est repris par personne sous cette forme-là, donc on voit bien que ça ne marche pas très bien. Alors que d'autres vedettes on fait l'objet de ces relectures. Je pense à Gainsbourg, pour lequel au moins on a un petit peu discuté de son rapport aux femmes, Dalida, qui est revisitée comme une icône queer dans plein de milieux actuellement. Et Johnny reste dans un truc comme ça un peu intemporel et dépolitisé. Alors, comment vous pouvez expliquer ça ? Moi, je pense, c'est ce que j'ai essayé de commencer à dire tout à l'heure, je pense que il y a un désir manifeste et un effort qui est fait justement de dépolitiser la vedette et son œuvre, de façon à en faire non plus une figure transgressive, une figure subversive qui serait susceptible de diviser la communauté et de renvoyer dos à dos des camps opposés,
Il s'agit donc plutôt de construire une figure fédératrice qui sert les intérêts évidemment des politiques. Il s'agit finalement d'en faire une figure qui permet le rassemblement de l'ensemble des concitoyens. Et je crois que c'est souvent à l'œuvre, et que c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, quelle que soit la réalité de l'existence, qui pourrait bien évidemment prêter le flanc à quantité d'autres lectures, eh bien, il y a un travail qui est fait voilà, d'édulcoration, de nettoyage. Ça a été à l'œuvre avec le personnage de Guy Môquet, par exemple, qui a été récupéré politiquement, et dont on a fait finalement une espèce de figure comme ça. La lettre de Guy Môquet, éminemment politique, pouvait être lue aux rugbyman dans les vestiaires pour leur donner un surcroît de motivation. Et chacun, à droite comme à gauche, on pouvait se reconnaître dans Guy Môquet. Alors, je termine avec cette réponse très longue. Je pense que Johnny Hallyday, comme d'autres avant lui, et je pense évidemment à Elvis Presley, sont quand même des figures qui, dans un premier temps, ont été éminemment subversives, ont été éminemment susceptibles d'opposer, de diviser la population, mais elles se sont finalement révélées extrêmement ambivalentes, extrêmement changeantes. Johnny Hallyday, on peut, quand on est jeune et qu'on est rebelle et qu'on veut s'opposer à l'ordre établi, aux adultes, aux parents, on peut se reconnaître dans Johnny Hallyday et s'identifier à cette espèce de figure française de James Dean et de Marlon Brando. Et puis quand on est un peu plus âgé, peut-être davantage installé, et que le vote se porte sur une politique de droite, on peut également se reconnaître dans ce Johnny Hallyday proche de Chirac, de Sarkozy. Finalement, Johnny Hallyday, il permet à chacun de trouver ce qu'il a envie de trouver, et il est tout à fait prête le flanc à cette forme de dépolitisation. Mais du coup, est-ce que ce qu'on fait là ce soir, c'est-à-dire de répéter que justement c'est une figure fédératrice, sans trop interroger ça, on ne contribue pas nous-mêmes à gommer le fait que, enfin, ce qu'on voit dans ces images, c'est que oui, c'est fédérateur, il y a des millions de gens qui le suivent, mais enfin, ce sont quand même des classes moyennes et populaires blanches, par exemple. Il n'y a pas la France des banlieues, il n'y a pas beaucoup de jeunes, enfin, il y a quelques jeunes femmes, mais enfin, finalement, pour cette France-là, il est déjà mort, et en fait, il a peut-être même jamais existé, j'en sais rien. Mais voilà. En tout cas, c'est une analyse que personne n'a faite. Je sais que quand Fabien Roussel est allé en Suisse dénoncer l'évasion fiscale, il s'est intéressé à la société qui gère, je crois, les droits de Johnny, en disant, évidemment, je ne m'attaque pas à la personne, mais au système qu'il y a derrière lui. Enfin, comme si c'était pas possible, lui-même, pour Fabien Roussel, de dire il y a un problème. Donc peut-être que c'est ça, c'est une question de temporalité. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Moi, ce que j'ai pu observer, par exemple, avec Elvis Presley, c'est qu'il y a une vérité officielle qui va émerger et qui est contrôlée par les ayants droit, par la société qui gère l'exploitation de l'image, du nom, etc. Il y a un contrôle qui se fait sur ce qui est dit, sur ce qui est publié. Et évidemment, ce qui est raconté ne correspond pas à une réalité historique.
moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment c'est raconté et finalement ce qu'on raconte, les motifs et dimensions qu'on va mettre en place. Mais parallèlement, ou alors parfois, effectivement, un petit peu plus tard, où il y a ce qu'on pourrait appeler des contre-mythes ou des versions alternatives. Ça a été le cas pour Elvis Presley, mais déjà pour Hallyday. Moi, je ne l'entends pas beaucoup, mais je l'ai quand même entendu. Une séance sur un yacht avec de la cocaïne, avec des jeunes femmes ou une jeune femme qui aurait été un petit peu forcée. Il y a comme ça des éléments qui sortent. Et il va y avoir très certainement des biographes qui vont s'attacher à raconter la face cachée de Johnny Hallyday. Mais pour l'heure, si on écoute comme ça, si on prête l'oreille sans forcément récupérer toutes les versions et tous les éléments de discours, pour l'heure, ce qui se met en place, c'est effectivement un discours éminemment célébratif et effectivement tout à fait dépolitisé, apolitique. Moi, j'ai été sur un plateau un jour où, en off, on entend des récits des amis de Johnny, ça n'a rien à voir avec ce qu'on rencontrait sur le plateau. Là, c'est clair qu'il y a deux mondes qui ne parlent pas au même rythme et aux mêmes personnes. Je crois qu'il y a une question là-bas, je vais apporter. Merci beaucoup, Gabriel. Moi, j'aurais souhaité que tu fasses plus le lien avec ton travail sur les fans, parce que c'est les fans c'est très difficile de s'attaquer à ces gens-là politiquement, qui sont très présents, qui ont une présence forte. C'est eux qui ont créé le côté justement. Même les gens des banlieues peuvent pas s'y opposer, ils peuvent s'y opposer, mais ça n'a pas de sens. Donc ça, je trouve ça très fort. C'est-à-dire, ils sont vraiment émus parce que c'est quelqu'un, comme toutes les stars, y compris Dalida d'ailleurs par rapport au queer, c'est le fait d'un destin réellement tragique au départ. Et il reste, parce que quand on l'entend, ça a été quand même des reproches qui ont été faits, comme des reproches qui sont faits parfois à certains sportifs qui peuvent être extrêmement intelligents mais qui ne parlent pas bien publiquement. Là, c'était même assez tragique quand on le voyait parler de Johnny. Il parle peu, il a peu de mots, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de vocabulaire, mais en tout cas, il n'est pas à l'aise dans son expression verbale, il est beaucoup plus à l'aise dans son expression chantée. Et du coup, les gens qui constituent, enfin les personnes qui ne se sentent pas totalement reconnus, qu'on dirait effectivement parfois même des white trash, des blancs d'un milieu populaire, sentent une identification avec quelqu'un qui partage avec eux quelque chose. Il y a une identification réciproque qui est très forte, et de ça, ils lui sont redevables. Et du coup, c'est au niveau d'une émotion qui est à la fois très personnelle, c'est-à-dire chaque personne a vraiment un lien personnel avec Johnny, enfin, parmi ces personnes-là, en tout cas, je ne parle pas de l'ensemble et face à ça, enfin, je veux dire, les politiques, s'ils disaient des choses négatives, il y aurait une réaction, enfin, je veux dire, au niveau de l'électorat, enfin, c'est quand même, on ne peut pas, enfin, je veux dire, que ce soit Hollande, Sarkozy ou Macron, ils se trouvent dans l'obligation de respecter ça. Donc c'est plutôt une réaction, moi je dirais, des politiques au mouvement spontané qui est assez étonnant. Donc voilà, je dirais, et là, il faut faire le travail des fans, enfin, c'est-à-dire que leurs émotions ont un effet. Alors, que ça perdure, ça, j'en suis pas sûre, parce que quand tu fais le lien avec Elvis Presley, il est mort il y a longtemps, c'est dans la période immédiatement post-guerre. Alors, c'est vrai que Johnny aussi, c'est dans la période des 30 Glorieuses, mais si tu veux, il y a des éléments de comparaison, mais il y a des éléments de distinction, ne serait-ce que par la temporalité. Mais je pense que ton travail sur les fans devrait être vraiment le support avec le fait, quand on a, enfin, c'est comme les réactions par rapport à ce qui s'est passé en 2015, étant proche des lieux, des hôtels spontanés, c'était très pénible à vivre au bout d'un certain temps, parce que ça pue les fleurs qui pourrissent. On ne peut pas le dire. Je le dis là parce qu'on est en petite salle. C'est très, très difficile à dire. Mais voilà, il y a des choses qui font que la réaction spontanée d'un ensemble de population rend difficile d'attaquer immédiatement ça.
Merci, non, merci beaucoup. Malheureusement, la question était très riche et ouvre plein de pistes, donc on va avoir quelques secondes pour y répondre et puis on devra se donner rendez-vous certainement dans 10 ans pour faire c'est comme les fans de Johnny, pour voir l'évolution de cette mémoire. Moi, vous me mettez dans une situation, je réponds toujours C'est de façon impossible, très je longue. sais. Je me permets de parler de la transmission que vous avez commencé à faire au début. C'est juste un témoignage puisqu'il nous reste quelques secondes. Je m'appelle Charlotte Silveira, mesdames ne se sont pas présentées, je suis cinéaste et j'ai fait un film sur Étienne Roda-Gil. Ce long métrage s'appelle On l'appelait Roda, dans lequel, comme j'étais aussi la productrice, j'ai acquis des archives de l'INA. Étienne Roda-Gil a écrit l'album de Johnny Cadillac, par exemple. Il a même donné à David Hallyday sa chance de composer de la musique. Je crois me souvenir que c'était celle de Mirador, je ne suis pas sûre de moi. Je fais ce long métrage, je le produis et je le propose à la diffusion en chaîne de télévision. Je l'ai fait toute seule, en prenant mes risques, d'Hamid Roda-Gil, décédé en 2004. Et les chaînes de télé me répondent, sans même demander à le voir, il n'est pas assez connu. Et donc, c'était votre avant-propos, le début de cette très belle soirée. Vous avez dit comment on fait pour donner à vivre une œuvre. Alors, pour ceux qui ne le savent pas ici, ou celles qui ne le savent pas, Roda-Gil a écrit plus de 764 chansons. C'est lui qui a fait chanter Mort Schumann, le Lac Majeur, qui a créé... comment elle s'appelle, Vanessa Paradis, excusez-moi, Vanessa Paradis, qui a fait chanter Sophie Marceau, qui a écrit Alexandrie et Alexandra, parce que les jeunes ne connaissent pas l'œuvre entière de Julien Clerc. Alors quand je dis Alexandrie et Alexandra, paf, paf, ça c'est clair. Et j'ai voulu transmettre son œuvre de poète, parce que les auteurs de chansons sont encore plus rejetés dans l'ombre que, bien sûr, les interprètes. Roda-Gil n'a jamais voulu interpréter ses chansons. Mort Schumann lui disait « mais vas-y, toi ». Non, il ne voulait pas. Il était à la différence de Gainsbourg, parce qu'il était auteur, compositeur, interprète, comme Aznavour. Il n'a pas voulu jouer ce rôle-là et donc il est dans la nuit la plus totale. Et l'an prochain, j'espère encore, grâce au soutien de la SACEM et surtout de son grand ami Jean-Claude Petit, je ne sais pas, peut-être on va commémorer un peu quelque chose de Roda. Mais c'est pour vous dire que moi, faire vivre, se battre pour ne pas laisser dans l'oubli des chansons et tout ça. Mais et quand on n'a pas le relais médiatique, qu'un film c'est fait pour être montré, et qu'on vous dit sans le voir non, et qu'on répond mais si, il mérite d'être connu, parce qu'en plus c'était un personnage, alors là, hors pair, hein, et un homme très engagé, ouvert sur son temps, tout le témoignage dans ce film le prouve, et Julien Clerc et tout le monde a témoigné dans ce film. Eh bien, ça passe pas. Alors, comment faire, puisque on fait l'œuvre pour remémorer sa mémoire et elle est bâillonnée. Voilà, c'est ça la difficulté aussi de faire vivre les poètes, on va dire. Voilà. Il nous reste plus de temps en fait même pour écouter les réponses, mais du coup je pense que vous pourrez discuter sur la fin. C'était bien quand même de finir sur cette parole du public. Finalement, c'est vos fans qui se sont exprimés, et puis même si on termine un peu en mode mineur, c'est effectivement un contrepoint intéressant. Et en tout cas, nous vous remercions grandement pour toutes les pistes qui ont été esquissées ce soir. Merci beaucoup, Gabriel Segré. Merci à vous. À bientôt à la rentrée.